Juste un vieux concierge, lança en riant une recrue. L'homme tira calmement son balai sans lever les yeux vers personne. Mais lorsque le vent souffla, sa manche se releva un instant, révélant un vieux tatouage. Un trident, celui d'une unité d'élite marine oubliée des livres officiels. La recrue Léonard Dubois resta figée. Le camp entier tomba soudain dans un silence presque sacré. Mais personne ne savait. Cet homme-là, jadis, les avait tous commandés depuis les ombres. Lieu, centre d'entraînement de la marine, en périphérie de San Cielo. Été accablant, 6 heures du matin, les cris résonnent, les bottes martèlent le sable, la sueur imprègne les uniformes. Un vieil homme mince, aux cheveux grisonnants, au dos incroyablement droit, nettoie méthodiquement le sol du réfectoire. Il porte une vieille veste militaire sans nom ni grade. Tous les jeunes recrues passent devant lui, sans un regard, sauf Léonard, 22 ans, curieux, observateur, toujours un pas en retrait mais l'esprit aux aguets. Pendant le petit déjeuner, un autre jeune fit tomber son plateau et lança en riant « Ramasse ça vite, papy. Ici c'est un camp d'entraînement, pas une maison de retraite. » Des éclats de rire fusèrent, le vieux ne répondit pas. Il se baissa, ramassa calmement le plateau, nettoya. Léonard vit alors, juste l'espace d'un battement de cœur, une tristesse infinie dans ses yeux. Pas de colère, une tristesse si profonde qu'aucun mot ne pourrait vraiment la décrire. Plus tard, Léonard observa l'homme de loin, debout derrière une clôture, observant l'entraînement comme un officier inspecterait ses troupes. Posture parfaite. Quand il leva la main pour se protéger du soleil, sa manche glissa brièvement, laissant apparaître un tatouage fané en forme de trident. Léonard fronça les sourcils. Ce n'était pas un simple concierge. La chaleur était écrasante. Les recrues enchaînaient les exercices dans le sable courant, poussant, hurlant. Personne ne prêtait attention à l'homme qui balayait patiemment le long du terrain d'entraînement. Sauf Léonard, qui n'arrivait pas à se sortir ce regard de l'esprit. « C'est quoi ton obsession avec le vieux ?» demanda son camarade de chambrée, Malik. Léonard haussa les épaules. « T'as vu comment il se tient ? Même quand il croit que personne ne le regarde. C'est pas un dos de concierge, ça. » Malik leva les yeux au ciel. « Ici, il y a plein d'anciens militaires. C'est sûrement un vieux adjudant qui s'est jamais réadapté. » Léonard ne répondit pas. Il n'était pas convaincu. Le soir, alors que les recrues nettoyaient leur quartier, Léonard aperçut le vieux homme assis seul sur un banc, face à l'océan. Il n'avait pas l'air perdu ou triste. Il avait l'air de garder un poste. Comme un guetteur silencieux, le lendemain matin, un autre jeune glissa sur le sol fraîchement lavé et s'écria « Bon sang, papy, mets un panneau ou un truc !» Le vieux hocha simplement la tête et plaça un panneau jaune, sol glissant. Mais Léonard vit autre chose dans ses yeux. Pas de soumission. Une patience calme, ancienne. Celle d'un homme qui avait déjà traversé des tempêtes que ces jeunes ne pouvaient même pas imaginer. « Il a des cales », dit Léonard à Malik plus tard. « Pas des cales de balai, des cales de doigts sur une gâchette. » Malik grimaça. « Tu le traques ou quoi ?»« J'observe », répondit Léonard. « Mon père était dans les forces spéciales. Il y a des réflexes qu'on perd jamais. » Le jour suivant, leur instructeur principal, le commandant Perrault, les poussa plus loin que jamais. Exercice là avec des rondins à traîner en équipe sur la plage. Après 3 heures, beaucoup pensaient à abandonner. « Ça suffit !» hurla Perrault. « Vous êtes tous morts. Pourquoi je me fatiguerais à faire de vous des soldats ?» Du coin de l'œil, Léonard vit le vieux concierge s'arrêter un instant, poser ses mains sur son balai et les regarder avec une intensité presque palpable. « Reprenez !» ordonna Perrault. « Et cette fois, Dubois, tu prends la tête. » Sous le poids du rondin, les muscles de Léonard hurlaient. Il leva les yeux et croisa le regard du vieil homme. Un simple échange, pas un mot, mais ce regard disait tout. Cherche plus loin, pas dans tes bras, dans ton âme. À la nuit tombée, les recrues boitaient vers les douches. Léonard resta en arrière. Il vit l'homme nettoyer les équipements d'entraînement avec un soin presque cérémoniel, comme si chaque objet méritait son respect. « Besoin d'un coup de main ?» demanda Léonard en s'approchant. Le vieux releva les yeux, surpris. « Ton équipe t'attend. » Léonard haussa les épaules. « Elle peut attendre quelques minutes. » Ils travaillèrent en silence. Les gestes du vieux étaient imprécis, fluides, comme une leçon sans parole. À la fin, il hocha légèrement la tête, un geste presque imperceptible. Et pourtant, pour Léonard, cela valait tous les éloges du monde. « Tu penses qu'il cache quoi ?» demanda Léonard à son instructeur. Un matin, le commandant Perrault haussa les épaules. « Il était déjà là quand je suis arrivé. » Un vieux cuisinier, M. Alves, ajouta plus tard en essuyant un plan de travail, il s'appelle Jonas Ravel. Autrefois, on l'appelait Résor, comme une lame, une légende dans les opérations spéciales. En 1994, il aurait dirigé une opération secrète en Afrique de l'Ouest.
11 otages libérés d'un enfer sur terre. Mais 2 des siens sont tombés. Pas de sa faute, mais il s'est senti responsable. Il a refusé les décorations, refusé les interviews, disparu des radars, il est revenu ici, là où tout a commencé. Il a demandé à faire le ménage, personne ne l'a obligé. Il a voulu que personne ne voie un héros. À partir de ce jour-là, Léonard ne vit plus Jonas de la même façon. Il observait ses mouvements silencieux, sa façon de se tenir, son regard qui balayait les recrues comme s'il évaluait leur courage, leur ténacité. Un jour, Léonard s'effondra au milieu d'un exercice d'endurance. Les bras tremblaient, les jambes fléchissaient. Il était prêt à abandonner. Une main ridée se posa sur son épaule. « Tu veux en être? Alors relève-toi quand tout te dit de t'arrêter. » C'était la première fois que Jonas lui adressait la parole. Et ce fut aussi le moment où Léonard comprit ce qu'était vraiment l'héritage. Les jours de formation les plus durs, Jonas se tenait toujours un peu plus près des recrues à bout de force, sans un mot, sans un geste. Mais sa seule présence suffisait à leur faire trouver des ressources qu'il croyait épuisées. « Comment tu sais qu'il faisait partie d'une unité spéciale ?» demanda Léonard au cuisinier un soir. Celui-ci baissa la voix. « J'ai connu son second. Il disait que Jonas, on ne le voyait jamais venir. Il surgissait, faisait ce qu'il avait à faire, puis disparaissait. Il l'appelait le père fantôme. Alors pourquoi il est cela? Pourquoi faire le ménage? Insista Léonard. Certains disent que c'est la culpabilité. D'autres disent que c'est sa manière de servir encore. On lui a proposé un poste à l'état-major. Il a refusé. Il voulait rester ici, dans l'ombre. Léonard n'arrivait pas à se le sortir de la tête. Tandis que d'autres se plaignaient des entraînements trop durs, il observait les mains usées de Jonas et se demandait dans quel pays elles avaient été. Quelles décisions elles avaient dû prendre. Un week-end, tandis que la majorité profitait d'une permission, Léonard prétexta une migraine et resta à la base. Il se rendit discrètement à la bibliothèque militaire. Il fouilla d'anciens journaux, des rapports d'opérations expurgés. Il ne trouva que des fragments. Une photo floue d'un groupe décoré, les visages floutés, sauf celui du commandant dont le nom était classifié. Une note sur une opération de libération d'otages décrite comme « tactiquement inédite ». Une ligne dans un article oublié, citant un commandant anonyme rendant hommage à 2 soldats au tombé. Cette nuit-là, incapable de dormir, Léonard sortit. Il trouva Jonas assis près du mât, regard tourné vers les étoiles. « Vous dormez pas non plus, monsieur ?» demanda-t-il. Jonas tourna brièvement la tête. « M'appelle pas monsieur, je bosse pour vivre. » Léonard sourit à la vieille blague militaire. « Je peux m'asseoir ?» Jonas fit un signe vers la place vide à côté de lui. Ils restèrent en silence un long moment. « Pourquoi tu pousses aussi fort ?» demanda enfin Jonas. « Je t'ai vu, tu n'es pas le plus fort, ni le plus rapide. » Léonard prit le temps de réfléchir. « Mon père disait que devenir un soldat d'élite, ce n'est pas être le meilleur partout, c'est ne jamais lâcher nulle part. » Jonas hocha lentement la tête. « Ton père était un homme avisé. Il est mort à Faruza en 2004. Ce n'était pas un soldat d'élite, mais il disait qu'un groupe les avait sauvés un jour. Des hommes sortis de nulle part, repartis sans un mot. » Jonas resta fixé sur les étoiles. Ceux qui comptent vraiment laissent rarement des traces. Ils ne dirent plus rien, mais quelque chose avait changé. Une compréhension silencieuse s'était installée. Le lendemain, un jeune prétentieux renversa un seau d'eau de Jonas et lâcha une insulte. Léonard s'agenouilla immédiatement pour l'aider à nettoyer. Jonas lui jeta un regard lourd de gratitude silencieuse. À partir de là, Léonard vit d'autres signes. De petits ajustements que même les instructeurs semblaient suivre inconsciemment après un simple hochement de tête de Jonas. Des parcours modifiés, des recrues en difficulté envoyées aider le concierge, puis revenant transformés, plus déterminés. Une nuit, alors que Léonard gravait des notes dans son carnet, le cuisinier revint vers lui. « Tu sais comment les anciens l'appelaient » murmura-t-il. « Le père fantôme, parce qu'il apparaissait quand on croyait tout perdu. Et il disparaissait avant qu'on puisse dire merci. » Léonard l'observa un soir nettoyer les plaques commémoratives près du mât. Il s'attarda plus longtemps sur 2 noms, Delgado et Marins. 2 noms que Léonard avait vus dans ses recherches. Le cuisinier ajouta à voix basse « Il va voir leur famille chaque année, sans jamais dire qui il est. Il répare des choses chez eux, puis repart. » Un matin, Jonas n'était pas là, pas à son poste habituel. Inquiet, Léonard alla voir dans sa chambre modeste, au bout d'un vieux couloir à peine éclairé. Il le trouva assis, bien droit sur son lit, une petite boîte en bois sur les genoux. Il ne leva même pas les yeux. « 30 ans aujourd'hui, dit-il d'une voix rauque. 30 ans que je suis rentré avec 10 hommes, pas 12. Léonard resta dans l'encadrement, silencieux. Il comprenait désormais que certaines cicatrices ne saignent plus, mais ne guérissent jamais. Un jour, une recrue filmant avec son téléphone posta une vidéo moqueuse de Jonas en train de nettoyer, la commentant d'un ton narquois. Elle devint virale. Mais dans les commentaires, un haut gradé répondit « Cet homme m'a sauvé la vie en 1994. Comment tu t'appelles, fiston ?»
24 heures plus tard, un convoi militaire franchissait les grilles du centre. À sa tête, un général en uniforme impeccable, Bertrand Lemoine, commandant de division. Il marcha d'un pas ferme vers le réfectoire où Jonas finissait son nettoyage du matin. Le silence s'installa dans tout le camp. Léonard, avec quelques autres, se tenait à proximité. Pressentant qu'un moment important allait se jouer, le général s'approcha de Jonas, qui redressa le dos, balai encore en main. « Résort question, Marc », dit le moine d'une voix claire. Jonas répondit d'un hochement de tête. « Général !» Le moine sortit une boîte en bois verni de sa veste. « 30 ans, Jonas. »« C'est assez. » Jonas ne la prit pas. « Je n'ai pas besoin de reconnaissance. » Le général secoua la tête. « Ce n'est pas pour toi. C'est pour eux. » Il désigna les jeunes recrues qui regardaient bouche bée. « C'est pour la vérité. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, un insigne trident, flambant neuf sur un velours bleu nuit. En dessous, une médaille du service distingué. Les hommes que tu as sauvés ce jour-là ont des petits-enfants maintenant. Le mien est à l'université. Il n'existerait pas sans toi. Jonas serra la mâchoire. Delgado et Marin sont morts. Le moine répondit avec douceur, et il referait le même choix. Nous tous aussi. Il tendit la boîte. Leurs familles ont demandé que tu la reprennes. Il est temps. Les mains de Jonas tremblaient un peu lorsqu'il accepta la boîte. Le moine se mit au garde à vous. Un à un, tous les officiers et instructeurs présents firent de même. Puis les recrues, Léonard compris. Philippe, l'auteur de la vidéo moqueuse, blêmit à l'arrière. Jonas referma la boîte, la plaça sous son bras et reprit son balai. « Avec votre permission, général, j'ai du travail. » Le moine hocha la tête. « À vos ordres, commandant. » Le silence resta total. Jonas continua à balayer comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Le moine se tourna vers les recrues, sa voix résonna. « Ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est un manque de respect envers un homme qui a sauvé 11 vies et en a marqué des centaines d'autres. Un homme qui a toujours choisi le service plutôt que la reconnaissance. » Il se tourna vers Philippe. « Recrue Philippe, avancez. » Le jeune homme s'avança, la tête basse. « Vous avez le choix, » dit le général. « Quittez ce programme sans dossier, ou passez le mois prochain à aider le commandant Ravel dans chacune de ses tâches. »« Je reste, monsieur, » répondit Philippe dans un souffle. « Bien. » Le moine s'adressa de nouveau à l'assemblée. Leçon numéro 1. Le grade ne définit pas l'honneur. Le service silencieux est souvent le plus noble. Lorsque le général repartit, le camp entier semblait avoir basculé dans un nouveau respect. Jonas n'avait pas changé. Il travaillait toujours sans bruit. Mais les regards avaient évolué. Il n'était plus invisible. Le soir même, Philippe rejoignit Jonas pour son apprentissage. Il prit le balai que Jonas lui tendait sans protester. Ils travaillèrent côte à côte. Jonas corrigeait parfois un geste, un mouvement, en silence. Vers la fin, Philippe souffla « Je n'avais pas compris. Je suis désolé. » Jonas le regarda. La compréhension vient avec l'humilité. N'oublie jamais ça. Les jours suivants, Philippe se mit à défendre farouchement Jonas face aux moqueries. D'autres recrues suivirent. Des lettres commencèrent à arriver, venues de tout le pays. D'anciens militaires, des familles, des anonymes bouleversés par l'histoire du héros silencieux. Le commandant de la base fit installer une boîte aux lettres spéciale dédiée à la correspondance de Jonas. « Et avec tout ça, tu vas en faire quoi ?» demanda Léonard en l'aidant à trier un tas de lettres. Jonas montra une enveloppe contenant un dessin d'enfant, un super-héros qui passait la serpillière. « Je vais les transmettre à ceux qui ont besoin d'être vus. » Il commença à visiter des hôpitaux de vétérans, apportant les lettres à ceux dont les actes n'avaient jamais été salués. Il assista à de petits cercles de familles endeuillées, parlant non pas de lui, mais de la valeur du sacrifice de leurs proches. Quand l'Académie navale l'invita à prononcer un discours de fin d'année, il accepta à une condition, que 2 chaises vides, marquées Delgado et Marin, soient emplacées sur scène. Léonard monta un documentaire avec les moyens du bord, tourné avec son téléphone, monté la nuit. Il le baptisa « Le Trident silencieux », l'héritage sans un mot, on y voyait la base se transformer. Là où on ne remarquait autrefois qu'un concierge, les jeunes recrues cherchaient désormais son regard, ses conseils. Le film se terminait sur une scène puissante. Jonas marchant lentement devant les 42 membres de la promotion, les inspectant non pas comme un homme d'entretien, mais comme leur commandant. « Pourquoi rester ?» demandait la voix off de Léonard. « Pourquoi ici, après tout ça ?» L'image montrait Jonas regardant l'océan. Sa voix murmurait « Parce que l'avenir compte plus que le passé ». La dernière image du documentaire montrait une plaque nouvellement installée sur le mur du camp. Un simple trident gravé avec ces mots « Certaines légendes murmurent, elles ne rugissent d'eau pas ». Des millions de vues, des fils de camions médias, des courriers de toute la nation. Mais Jonas, chaque matin, continuait à nettoyer le réfectoire.
et désormais chaque recrue baissait légèrement la tête en passant devant lui. Léonard termina sa formation et, avant de partir vers une spécialisation avancée, revint une dernière fois dans la chambre de Jonas. Tout était à sa place. Livres bien rangés, lit au carré, sol impeccable. « J'ai un cadeau pour vous », dit Léonard en tendant une photo encadrée, toute leur promotion, fière, alignée. Au dos, les signatures de chacun autour de ces mots « Nous tenons debout parce que vous avez bâti la fondation en silence ». Un rare sourire fendit le visage de Jonas. « Fier de toi, fiston. Je n'aurais pas pu sans vous, commandant. » Jonas posa la photo sur son bureau, juste à côté de son vieux balai. « On m'a proposé de revenir officiellement, pour former la prochaine promotion. Vous allez accepter ?» Jonas regarda par la fenêtre. Sur le terrain, de nouvelles recrues arrivaient déjà. « Peut-être, mais à ma manière. » Le lendemain, Léonard passa une dernière fois devant la chambre. Par l'entrebâillement de la porte, il vit Jonas debout face au miroir. Il ajustait une veste, cette fois ornée d'un discret trident brodé. Il ne se cachait plus, mais ne se vantait toujours pas. Leurs regards se croisèrent dans le reflet. Jonas hocha la tête, puis rabattit sa manche sur le tatouage. Pas par honte, par humilité. Et alors que Léonard s'éloignait, les derniers mots de son mentor résonnaient en lui. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas des applaudissements, c'est d'éveiller la génération suivante.